Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé. Merci aux nouveaux arrivants, j'ai vu que vous étiez une nouvelle poignée à avoir souscrit à ma chaîne. Vous me faites un immense honneur par votre présence. Et du coup, je vais essayer de continuer de faire du contenu que vous trouverez à votre goût. Alors aujourd'hui, on va discuter des deux poids deux mesures de Mon corps, mon choix. Parce que ce post-là que je vous présente est un post sur le Reddit anglophone, donc traduit par le navigateur, qui nous racontera l'histoire d'un homme qui aurait apparemment forcé sa copine à ne pas avorter, ce qui a fait gueuler les féministes sur X depuis 4 mois environ maintenant. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que quand je l'ai vu, j'ai trouvé un film qui nous présentait un cas similaire, mais avec les genres opposés, et qui faisait aussi référence à la tromperie, un film qui est sorti en 2019 et qui avait été quand même bien accueilli. Du coup, je voulais vous présenter les deux choses et vous faire une description analytique du film. Du coup, pour ceux qui voudraient le voir, au moment où ça commencera, je vous conseillerais d'arrêter la vidéo parce qu'il y aura des spoilers, hein. On est parti pour à peu près 20 minutes de spoil du film. Du coup, voilà. Et à la fin, on entendra une femme qui va faire comme Caroline Rivier dans ma vidéo d'il y a un mois et qui nous dira que les femmes maintenant, elles veulent un enfant et juste se séparer. Donc on décortiquera tout ça. Donc on est parti. Mon bébé que j'ai failli avorter est né, je vais peut-être devenir père célibataire. Alors encore une fois, c'est traduit par Google, du coup, il peut y avoir des incohérences orthographiques et grammaticales. Ceci est un compte jetable que j'ai récemment créé, car j'ai des amis sur mon vrai compte. J'ai 26 ans et j'ai récemment eu un bébé avec ma copine Rebecca, nom d'emprunt, 22 ans. Elle voulait avorter et je lui ai dit catégoriquement que non, que je la quitterais et que je la mettrais à la porte de notre appartement puisque mon nom figure sur le bail et que je paie la plupart des factures. Pour vous donner plus de contexte, nous nous sommes rencontrés dans un restaurant où elle travaillait comme serveuse. Cela fait 2 semaines que notre fille est née. Pendant l'accouchement, elle criait qu'elle voulait que le bébé sorte enfin, ce qui me semblait compréhensible vu la douleur que peut ressentir une personne pendant l'accouchement. Après la naissance, elle a catégoriquement refusé de prendre notre fille dans ses bras, à l'hôpital. Elle ne la touchait que pour la nourrir ou la changer. Elle et le bébé ont dû rester à l'hôpital quelques jours avant de pouvoir sortir. Même après cela, elle refusait toujours de la prendre dans ses bras, sauf pour les moments de nécessité comme la nourrir, la changer ou la coucher. Sinon, elle me confierait, elle me la confierait et me dirait de m'occuper de notre fille quand elle pleure. Je ne sais pas ce qui lui prend. Mais elle se comporte différemment, pardon. Avant, elle était pétillante et pleine de vie, et maintenant, elle est distante et d'humeur changeante. Du coup, j'ai fouillé dans son téléphone pour essayer de comprendre. J'ai regardé son historique de recherche, et j'ai vu qu'elle cherchait des appartements dans un autre état. J'ai donc supposé qu'elle voulait qu'on emménage, mais je n'ai pas trop prêté attention, car son amie d'enfance Anna habite dans le coin, tout comme ses parents. Et voilà où j'en suis. L'autre jour, je me suis réveillé et j'ai retrouvé l'appartement vide. Il y avait plus que mes affaires, celles du bébé et notre fille. Tout ce, tout ce qui appartient à Rebecca avait disparu, sa voiture, même ses affaires de base. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais je suis tombé directement sur la messagerie. J'ai regardé autour de moi, et quand j'ai pris notre fille dans mes bras, j'ai remarqué quelque chose de scotché sur son berceau. C'était un mot qu'elle m'avait laissé. Ouvrez les guillemets. Si tu lis ceci, je suis parti. Je suis retourné dans ma ville natale. Je vais loger chez mes parents en attendant que ma demande d'appartement soit approuvée. Je t'avais dit que je ne voulais pas d'enfant et tu as menacé de me mettre à la porte. Alors je t'ai donné ce que je voulais. Il y a du lait en poudre dans le placard. J'espère que toi et ta fille serez heureuses sans moi, car je ne veux rien avoir à faire avec elle. C'est trop dur pour moi. Je ne serai pas la mère dont elle a besoin. Je suis prête à renoncer à tous mes droits parentaux, du moment que je n'ai plus rien à faire avec elle. Et là, je me demande si la RIPA va lui tomber dessus et va lui forcer une pension alimentaire. On n'aura pas la suite, mais c'est une question que je me pose. J'aimerais bien savoir. J'espère que tu verras ça comme un geste de bonté, car je ne pense pas être une bonne mère pour elle. Je t'aimerai toujours, mais c'est fini entre nous et c'est mieux ainsi. Fermez les guillemets. Donc il nous dit, je pleure encore en relisant ces mots. Je ne souhaitais rien d'autre que de voir notre famille rester unie. Et maintenant, elle nous abandonne. Je vais devoir demander à mes parents de la garder pendant que je travaille. Y a-t-il une possibilité de la ramener à la maison? Je pense qu'elle a un grave problème. Peut-être souffre-t-elle de dépression postpartum, ce qui expliquerait son comportement irrationnel. Que puis-je faire pour l'aider? Je pense que ma fille ressent l'absence de sa mère,
car elle pleure beaucoup, plus et refuse parfois son biberon. Elle était allaitée. J'ai besoin d'aide et de conseils. Dois-je signaler la disparition de sa mère? Et vous voyez, moi je suis tombé sur ce post à cause des red pills féministes radicales de X, qui disaient c'est de l'oppression, il l'a forcé, c'est pas un héros. Et moi la question pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse du coup sur X, c'est mais comment il l'a forcé en fait? Parce qu'il lui a fait du chantage, certes. La manière dont il a pris les choses était toxique. Ça, il n'y a pas à le dire. On va pas le dédouaner de sa responsabilité. Mais comment il l'a forcé? Puisque là, nulle part, en fait, il fait mention de l'avoir séquestré dans une cave ou quoi que ce soit. Il lui a juste dit, bah, si tu avortes, c'est fini entre nous. Donc, il lui a mis un ultimatum, mais il n'a pas forcé cette fille à accoucher. C'est ce que les féministes nous disent. Du coup, moi, j'aimerais vous montrer, en fait, une situation inverse. Ça veut dire que c'est l'homme qui s'est retrouvé de forcer de faire un choix, comme cette femme. Et là, ça passait crème, hein. C'était un film, ça a été bien reçu, ça a été même vu comme de l'émancipation, pour vous dire. C'est le qualificatif qu'on lui a donné, c'est un film d'émancipation féminine. Et du coup, bah voilà, je voulais vous en parler et je voulais vous montrer. Donc on est parti. Et ceux qui voudraient le voir et qui veulent pas de spoil, je vous suggère d'arrêter la vidéo maintenant. C'est parti. Je saurais, moi. Tu comprends, moi je saurais. Et tu me demandes d'élever un gosse qui n'est pas le mien? À qui tu veux qu'on cache la vérité toute sa vie? Gabi. C'était seulement une nuit. Une nuit, c'est tout ce qu'il vous faut pour détruire un mariage, pour créer une vie ou pour réécrire l'avenir de tous ceux que vous prétendez aimer. Ce film s'appelle Mariage, désir et imprévu, avec Alyssa Milano, si vous l'aviez pas reconnu. Ça nous est vendu comme un drame sur l'infidélité, un récit édifiant, l'histoire d'une femme qui a fait une erreur et qui en a payé le prix. Mais ce n'est pas le cas. Ce film est une fenêtre ouverte sur la façon dont la narration moderne reformule le mariage, le désir et les responsabilités. Quand tout avoir signifiait équilibrer carrière et famille, c'était une question de responsabilité. Aujourd'hui, ça veut dire autre chose. Et quand Gabi dit Comme ça qu'on finit au milieu d'une fête pour parents en manque de détente. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 filles. J'ai aussi un mari et une jolie palissade blanche. On peut dire que je suis un authentique cliché. ça nous dit tout, la maison avec le jardin et la clôture blanche n'est plus un rêve, c'est le point de départ. Et une fois que le point de départ devient ennuyeux, la tentation devient justifiée. Mais voilà ce que les films exposent par accident. Pas seulement l'infidélité, pas seulement l'insatisfaction, pas seulement qu'un homme n'a aucune décision sur la création d'une nouvelle vie quand la machine est lancée, mais à quel point il pourrait élever un enfant qui n'est pas le sien, et à quel point la vérité aurait pu rester cachée. J'en parle parce que Nadège Abomangoli nous avait dit bah, on va ouvrir le foyer, hein, on va faire en sorte que la fidélité soit une condition du mariage, et nous allons maintenir la présomption de paternité. Alors, décortiquons tout ça. Entre parenthèses, hein, mon corps, mon choix, sauf si t'es un homme. Gabi, crois-moi, j'étais convaincu que je faisais ce qu'il fallait. Je le suis Tu toujours. croyais vraiment que tu faisais ce qu'il fallait? Mais est-ce que t'as pensé une seule seconde à moi? J'ai sincèrement cru que tu comprendrais et que tu finirais par l'accepter. Que je comprendrais. Oui, crois-moi, j'aimerais vraiment réussir à tourner cette page. Mais à chaque fois qu'on essaie de faire l'amour, tout ce qui me vient en tête, c'est comment a-t-il pu faire ça sans m'en parler? C'est vrai, comment est-ce que tu as osé prendre une décision pareille sans qu'on ait eu le temps d'en discuter? Non mais franchement, ça devait aller très très mal entre nous pour que tu aies fait ce choix. Je suis vraiment désolé. Voici Gabi, une femme de 42 ans, mariée, 2 enfants, une belle vie, un foyer stable. Le seul problème, elle veut un autre enfant, Elliot. Non, son mari Elliot, il n'en veut pas. Et non seulement il n'en veut pas, mais il a déjà pris ses dispositions. Toi, t'as préféré aller faire une vasectomie sans prendre la peine de m'en parler. Et c'est là que le double standard commence à faire surface. Quand les femmes disent mon corps, mon choix, c'est considéré comme de l'émancipation. Mais quand un homme prend une décision reproductive permanente concernant son propre corps, ça devient une trahison. Non pas parce qu'il a modifié son corps à elle, mais parce qu'il a modifié ses attentes à elle. Voilà le point de friction. Des milliers de femmes utilisent une contraception hormonale chaque année. Les vasectomies sont bien moins courantes en comparaison. Et tu sais quoi? J'aurais pu arrêter de prendre la pilule. Si je l'avais fait, je serais tombée enceinte. Et t'aurais rien su.
Et cette scène est beaucoup plus importante que la vasectomie, parce qu'elle décrit négligemment un scénario où une grossesse pourrait survenir à son insu et sans son consentement. Posons maintenant la vraie question. Si une femme tombe enceinte et que l'homme ne veut pas de l'enfant, quel pouvoir a-t-il réellement? Il ne peut pas légalement forcer un avortement. Il ne peut pas légalement forcer une adoption. Il ne peut pas se soustraire à ses obligations financières si l'enfant naît. Son rôle commence après que la décision ait déjà été prise. Ce n'est pas une opinion, c'est la loi. C'est là que le déséquilibre de pouvoir devient visible. Quand elle veut un autre enfant, c'est présenté comme un désir profond. Quand lui n'en veut pas, c'est présenté comme de l'égoïsme. Et quand il refuse de faire annuler sa vasectomie, Je suis vraiment désolé. Alors reviens en arrière. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu le penses vraiment, dans ce cas, tu peux faire annuler ta vasectomie. Non. Donc tu es désolé, tu l'es juste pas suffisamment. Gabi. Gabi, attends. imaginez un mari exigeant que sa femme arrête la contraception ou fasse annuler une procédure médicale. Il serait qualifié de contrôlant. Mais ici, sa demande à elle est présentée comme une souffrance émotionnelle. Ce cadrage est important car c'est ainsi que l'unité familiale se démantèle pièce par pièce. Tout ce qu'une femme ressent est valide, tout ce qu'un homme décide est toxique. La question est donc la suivante. Si ses choix à lui n'ont pas d'importance, quelle excuse lui accorde-t-on à elle quand elle fait les siens? Voyons ça. Les, les mères de famille d'âge mûr évitent les pistes de danse. Ok. Désolé, mais on n'est pas d'âge mûr quand on a une petite trentaine d'années. La flatterie vous ouvrira toutes les portes, monsieur la vingtaine sans scrupules. J'ai 33 ans. Oh, vous êtes si vieux. Je viens d'en avoir 42. Vous voyez, on a pratiquement le même âge. Quand vous aurez mon âge, vous verrez que ce laps de temps suffit à tout changer. Ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup changé. Vous êtes toujours très jolie. Merci, c'est vraiment très gentil à vous. Et voilà le Tchad. On ne peut pas avoir un fantasme féminin ou construire ce genre de récit sans lui. Voici Matt, notre prince charmant, un homme qui la valorise. Qu'est-ce que tu fais là? C'était qui, ce beau garçon avec qui tu flirtais? Mais arrête, on flirtait pas, on a seulement parlé de nos goûts en matière de livres. Et en plus, il est super jeune et moi, je suis super mariée. Mais être super marié, ça veut pas dire pas s'amuser. Et j'imagine qu'il pourrait être très amusant. Eh bien, moi, je n'imagine absolument rien à propos de Matt Shaw. Mais tu parles de Shaw, le fondateur de Forsyth.com. Ah, il a dû oublier de mentionner ce détail. Il t'a rien dit? Si, il m'a dit pas mal de choses, mais non, il ne m'a pas parlé de ça. Vous avez remarqué ce qui se passe? L'attirance seule ne suffit pas. Le statut scelle l'affaire. Le fantasme n'est jamais qu'une simple question de chimie. C'est une question d'être choisi par un homme qui a le choix. Et ici, Claire joue un rôle subtil mais important. La validation féminine. Quand son ami confirme que Matt est accompli, désirable, de haut statut, la curiosité de Gabi se transforme en intérêt, surtout à 42 ans, surtout après le mur. Quand la valeur marchande d'une femme est en déclin, entendre d'une autre femme qu'un homme de haute valeur mérite son attention, c'est le feu vert dont elle avait besoin. Voilà comment fonctionne la dynamique moderne. Le désir reçoit son approbation sociale avant de passer à l'acte. Maman!
Maman, est-ce qu'on peut y aller, là? Le smartphone, l'architecte silencieux de l'infidélité moderne. Accès privé, faible risque, haute stimulation, pas d'appel téléphonique tard le soir, pas de témoin, le langage de la dose de dopamine à travers un écran lumineux. Et Matt, il ne joue pas. Il ne cache pas son intérêt. Il lui fait savoir exactement ce qu'il veut sans jamais le dire directement. C'est une chose de se chercher un peu par texto, mais c'en est une autre de commencer à passer du temps ensemble dans le but de flirter avec une femme que tu ne pourras jamais avoir. Est-ce que t'es vraiment sûr qu'on est en train de parler d'une femme que je pourrais jamais avoir? Arrête, c'est pas un jeu pour moi. Là, on est dans la vraie vie. J'ai des enfants et un mari. Et là, en fait, elle fait style qu'elle dresse la barrière. Il ne bronche pas. Cette tension, cette confiance, les femmes adorent ça. Mais voilà le piège. Ça ne fonctionne que quand c'est un Tchad qui le fait. Un homme ordinaire essaie cette réplique, il est flippant. Il se fait des illusions. Il ne lit pas la situation. Le statut change tout. Et tissé à travers tout ça, il y a le déni plausible dont elle aura besoin plus tard. La corde qu'elle construit pour accrocher son excuse. Le bureau que tu as fait pour moi. Il est parfait. Maintenant. Regarde-moi. On savait tous que ça allait arriver. Mais vous avez entendu la musique? Est-ce que ça ressemble à un avertissement? Est-ce que le film nous a dit qu'elle fait quelque chose de mal? Non. Cette musique accompagne l'expérience et romantise le fantasme, met en scène la liaison comme une histoire d'amour. Elle est mariée, mais le film l'a déjà innocentée. Matt l'a séduite, il s'est présenté chez elle sans prévenir. Quand elle était seule, son mari a ignoré ses souhaits concernant un autre enfant, il s'est fait vasectomiser sans lui dire. Aux yeux de certaines femmes, elle a une excuse. La liaison n'est plus une trahison, mais une compensation. Elle a donc franchi la limite. Le fantasme est accompli, mais la biologie se fiche des fantasmes. Que se passe-t-il quand la nature suit son cours et qu'elle tombe enceinte? Gabi. C'était seulement une nuit. Ça va aller. Je sais pas du tout comment te le dire. Comment me dire quoi? J'ai couché avec lui une seule fois. C'était Non, seulement... stop. Avec qui tu n'as couché qu'une seule fois? Je veux son nom. Matt Shaw. J'hallucine. C'est pas vrai. Elliot. Mais t'as pas fait ça. T'as couché avec lui. Si, ça représentait rien du tout. T'es tombé Je enceinte. peux pas T'attends le faire- je bébé peux d'un pas mec faire ce avec bébé. qui tu m'as trompé. Je ne veux J'ai- Et c'est là que l'histoire aurait dû s'arrêter. Quand votre femme vous trompe, et pire encore, qu'elle attend l'enfant d'un autre homme, vous partez, point final. L'infidélité n'est pas une erreur mais un choix. Et dès qu'un enfant entre dans l'équation, ce choix devient permanent. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent nous faire croire. Pourquoi? Parce que tout s'effondre quand les hommes refusent de participer à ces absurdités. J'hallucine. C'est pas vrai. Elliot. Mais t'as pas fait Je ça. crois que- T'as couché avec lui. Si, T'es- ça t'es- représentait t'es- rien du t'es- tout. T'es tombé Je enceinte. peux pas T'attends le faire- je bébé peux d'un pas mec faire ce avec bébé. qui tu m'as trompé. Je ne veux J'ai ni cru que t'étais renoncer à allé, toi, moi, ni voir une banque renoncer de à ce sperme bébé. ou je sais Tu pas quoi, entends? moi. Écoute-moi. Et qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'en sais rien, j'espérais qu'on trouverait un moyen de surmonter ça Quoi? ensemble. T'espérais qu'on surmonterait ça? Elliot, je t'en supplie, essaie de te mettre à ma place une seconde. Rien qu'une seconde. On forme une famille formidable tous les quatre. Il s'agit juste d'une personne de plus à aimer. Une petite personne qui t'aimera comme tu l'aimes et qui n'aura pas besoin de savoir. Oui, mais je saurais, moi. Tu comprends? Moi, je saurais. Et tu me demandes d'élever un gosse qui n'est pas le mien?
À qui tu veux qu'on cache la vérité toute sa vie? Elle lui demande de voir les choses de son point de vue à elle, de se concentrer sur la famille, sur l'amour, sur ce qui pourrait encore fonctionner. Vous avez remarqué l'inversion et la manipulation? La trahison devient secondaire. Là, d'un coup, la stabilité familiale devient l'argument principal. Et Elliot répond avec la seule réplique logique de toute la scène. Je le saurais, moi. Cette réplique pointe tout ce qui compte. Parce que la question n'est pas de savoir si l'enfant le saurait, c'est de savoir si l'homme peut faire comme s'il ne le savait pas ce qui s'est passé et s'il devait sacrifier sa santé mentale et son bonheur, tout en prenant les responsabilités pour un enfant qui n'est pas le sien. Mais c'est là que le film devient intéressant. C'est un désastre, je sais pas du tout quoi faire. Ne garde pas le bébé. Essaie de sauver ton mariage. Que je garde pas le bébé? Elliot n'en saura jamais rien. Fais-le vite et essaye de reprendre une vie normale. Et voilà la conversation que certaines femmes ont entre elles à huis clos. Gabi sait exactement ce qu'elle a fait. Et dans son esprit, elle peut s'en tirer avec n'importe quoi. Parce que la vasectomie sans sa permission, c'est toxique. La larguer pour avoir vécu son fantasme inacceptable, il ne lui faisait pas se sentir désirable. Avoir le bébé qui lui a refusé, de toute façon, c'est sa faute. Vous voyez comment c'est présenté? Une justification plausible pour un comportement immoral, comme ce que nous avions pu lire dans certains journaux féminins dans mes dernières vidéos. Et voici ce que le film espère que vous ratiez si Elliot n'avait pas eu sa vasectomie. Elle ne lui aurait jamais dit. Elle lui aurait pu commettre une fraude à la paternité. Elliot aurait élevé l'enfant de Matt, payé pour lui, l'aurait aimé et vieilli sans jamais le savoir. Le test ADN obligatoire, quelqu'un? Ou la présomption de paternité de Nadège, peut-être? Mais il y a autre chose. Et dis-moi, tu voudrais avoir des enfants un jour? T'as l'air de beaucoup les aimer. Non. Non. Je suis bien placé pour savoir ce que c'est que d'avoir des parents qui sont pas prêts à s'occuper de toi. Et j'infligerai jamais ça à personne. Ça paraît logique. Bon, dis-moi pourquoi t'es là. Regardez bien, c'est le moment où sa décision est prise. Elle ne cherche pas de consensus, elle recueille des informations. Matt sera-t-il une menace pour son plan? Va-t-il se battre pour la garde, exiger une place, compliquer sa vie? Il dit qu'il ne veut pas d'enfant. Pour elle, c'est le feu vert. Elle sait maintenant. Pas de bataille pour la garde, pas d'exigence, pas de complications. Elle prend donc une décision unilatérale sur l'héritage génétique de cet homme. Il n'a aucune idée qu'il est sur le point de devenir père. Pas son mot à dire, pas de vote, pas d'avertissement. Elle attend qu'il soit trop tard pour qu'il puisse intervenir. Ce bébé, c'est le tien. Et t'avais l'intention de me le dire? J'ai essayé de le faire, j'ai essayé, oui, mais tu m'as dit que tu ne voulais pas avoir d'enfant. Tu te rappelles, je sais pas, mais ma vie a volé en éclats et je me suis mis dans la tête que c'était la bonne décision et que ne pas partager l'information avec toi, c'était correct, alors que ça l'était pas. L'enfant allait naître de toute façon. Les désirs de Matt, les sentiments d'Elliot, la stabilité familiale, tout ça c'est secondaire par rapport à ce qu'elle voulait elle. Voilà la vérité de la pilule rouge. Beaucoup de femmes ne consultent pas les hommes pour la grossesse. Elles les informent si et quand elles le décident. Dans les situations impliquant une grossesse, la décision de la femme est la priorité légale et biologique. Le rôle de l'homme commence après son choix à elle. C'est factuel. Et c'est là que réside le déséquilibre. Matt a couché avec Gabi, il a contribué à créer une vie. Son opinion sur si cette vie doit exister est sans importance. Pas de vote, pas d'avertissement, pas de courtoisie. Pas le droit de savoir qu'il est père jusqu'à ce qu'elle décide qu'il est trop tard pour qu'il ait son mot à dire. Et son mari, lui, il fait face à un dilemme différent. Rester et accepter ce qui s'est passé ou partir et briser sa famille. Henri, voici Matt. Je m'en veux tellement si tu savais. Et ce serait vraiment nul, mais ça veut pas dire que je continuerai pas à m'excuser. Et c'est là que le film fait rentrer en scène le nouveau récit moderne du « tu peux tout avoir ». Et il le fait sur un fondement de pardon. Oui, Gabi s'excuse. Elle dit les mots.
Mais est-ce que ça change quoi que ce soit? Non. Elle a quand même trompé son mari. Elle a quand même eu le bébé d'un autre homme. Elle a quand même menti et aurait continué à mentir éternellement si la vasectomie ne l'avait pas piégée. Les excuses n'effacent pas les actes, et les conséquences sont bien présentes. Elliot doit vivre avec la trahison. Matt est maintenant père, qu'il le veuille ou non. Ses filles doivent faire face à l'infidélité de leur mère, et Henry grandit dans une maison construite sur un mensonge. Oui, le film montre les épreuves, les larmes, la lutte, mais regardez ce qui se passe à la fin. Tout le monde lui pardonne, tout le monde l'accepte, tout le monde se rallie autour de la femme qui a brûlé la maison. Gabi obtient ce qu'elle voulait, elle a tout. Elle a eu l'expérience du Tchad, elle a eu le bébé qu'elle réclamait, elle a récupéré son mari, elle a l'amour de ses filles et elle a l'acceptation de Matt. Il lui a fallu juste détruire la paix, le bonheur de tout le monde autour d'elle pour l'obtenir. Et le film vous dit que c'est acceptable, que c'est de la croissance et de l'émancipation, que c'est tout à voir. Tu sais que c'est pas seulement de ta faute si je ne me réveille pas en te serrant contre moi chaque matin. Tu as essayé de me parler, je t'ai pas écouté parce que j'étais trop occupé à te faire des reproches. Et j'étais pas capable de voir et d'admettre ma part de responsabilité dans notre rupture. Et je sais pas du tout quand c'est arrivé, quand j'ai cessé de penser à nous ou de faire des efforts, mais c'est ce qui s'est passé. Et je m'en veux aussi. Je m'en veux énormément. Tu sais à quel point j'aime faire des affaires. D'autant plus si on m'offre un lot dans lequel tu es. Et voici le personnage le plus important dans le plan du nouvel ordre mondial. Elliot, le grand mec du Kukjutsu. C'est l'homme dont le récit a besoin pour fonctionner. Il n'a pas le droit de penser par lui-même, il n'a pas le droit d'avoir des standards, il n'a pas le droit de dire tu as couché avec un autre homme, tu as eu son bébé, tu as menti jusqu'à ce que la science t'expose, c'est fini. Au lieu de ça, il s'excuse de ne pas avoir écouté pour la vasectomie, pour lui avoir fait se sentir négligé. S'il avait une once d'amour-propre, il ne reviendrait jamais, et encore moins pour s'excuser. Mais ce n'est pas le message. Le message, c'est que si un homme t'aime vraiment, il t'acceptera quoi que tu aies fait, quoi que tu aies détruit, quoi que tu apportes, ou quel qu'en soit le prix pour lui. Je sais que je te demande l'impossible. Parce qu'avec Henri, on est un peu comme à l'eau, en quelque sorte, maintenant. Et c'est pas pour ça que tu t'étais engagé. Gabi. Et voici la ligne que la communauté Red Pill répète depuis des années. Les mères célibataires ont des bagages, non pas parce qu'elles sont de mauvaises personnes, mais parce que chaque personne supplémentaire, chaque histoire passée, chaque lien avec un autre homme complique la dynamique que vous aurez avec elle. Mais dans ce film, ce n'est pas un avertissement, c'est une exigence. Tu n'accepteras le package entier où tu seras le méchant, tu seras le misogyne. Salut les amis, entrez. On a apporté des donuts. Combien de fois je vous ai dit que vous n'étiez pas obligés d'apporter quelque chose? Ça me fait plaisir. Un million peut-être. Salut. Salut. Mona, tu peux m'appeler s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Mona, il y a une chanson que je veux te faire écouter. Ah bon? Ah. C'est une copine qui me l'a envoyée, elle est trop bien. C'est pas vrai, Henri. On peut dire qu'il est déjà accro. Ils sont mauvais. Mon téléphone aussi. Oh. Oh. Oui. Et c'est une belle couche bien pleine. Et voilà. Bonne chance. Regardez comment ils ont présenté ça, de manière parfaite, comme si ça pouvait vraiment marcher, comme si tout le monde était vraiment heureux. Matt, le père biologique en visite avec sa nouvelle petite amie, Elliot, le mari cocu, qui reçoit chez lui, Gabi, l'architecte de tout ça, entouré d'hommes qui auraient dû partir. Ce n'est pas une famille, c'est une prise d'otage déguisée en progrès.
C'est le niveau suivant, la forme finale. Les femmes ne peuvent pas avoir tort. Et même quand elles ont tort, même quand elles trahissent, même quand elles sont immorales, qu'elles mentent, qu'elles manipulent et qu'elles détruisent, elles ont quand même le droit de tout avoir, peu importe son âge, peu importe son nombre de partenaires, peu importe son casier judiciaire, peu importe sa personnalité. Au nom de l'amour, tu pardonneras, tu te sacrifieras, tu abandonneras chaque standard que tu as jamais eu. Et si tu refuses, c'est toi le problème. T'es un mascu toxique, t'es un misogyne. Ce n'est pas un film, c'est une injonction. Et la seule question qui reste, c'est es-tu Elliot ou en as-tu fini avec ce rôle? Et du coup, voilà. On va passer à la dernière vidéo, du coup, de la femme que vous voyez, là. Je vais remettre ma caméra. Et du coup, nous sommes partis. Les gars, vous êtes pas dans une bonne situation là, parce que je peux vous dire que toutes mes copines, y compris celles qui étaient en couple, etc., qui ont eu des enfants, cherchent un nouveau modèle de coparentalité. Elles ne veulent plus vivre avec leur mec, avec leur mari, elles divorcent toutes, elles se séparent toutes, elles vivent leur best life, la soft life dont on parle tout le temps. C'est pas avec ton mec qui est un provider, c'est seul. C'est seul. Donc elles ont divorcé, elles se sont séparées, elles ont leur gosse une semaine sur deux. Là, miraculeusement, le mec sait s'en occuper à 50%, alors que quand ils étaient ensemble dans le même foyer, celle qui faisait tout, il savait même pas où étaient les couches. Vous entendez un peu? Parce que, en fait, là, ce qu'elle nous dit, c'est que d'un coup, le compromis est forcé. Le compromis, ils sont forcés d'en faire, puisque maintenant, ils deviennent responsables et qu'ils deviennent parents célibataires, sur le choix un peu égoïste d'une femme qui dit qu'elle veut retourner à la soft life, sauf quand il faut demander une pension alimentaire. Ah là, d'un coup, la soft life, ça n'existera plus. Et vous voyez, il y a une fille qui m'avait répondu dans ma dernière vidéo sur le, comment dire, le JAF, qui disait oui, c'est pas parce que la juge c'est une femme et qu'elle a que 26 ans que elle est forcément immature. Un homme de 26 ans, il aurait pu faire pareil. Et en fait, c'était pas le, comment dire, c'était pas le sujet, cette réponse. En fait, ça ne traitait pas vraiment du sujet. J'ai jamais dit qu'un homme de 26 ans, il aurait fait mieux. J'ai juste dit, bah moi, je me suis retrouvé avec une stagiaire qui venait juste de sortir, et de mon point de vue, elle n'avait pas les compétences pour gérer le dossier parce qu'elle l'a mal géré. Si elle l'avait mieux géré, eh ben, ça ferait pas 2 ans que j'aurais pas vu mon fils. Vous voyez? Mais ce que je disais, c'est que quand on sort d'école, moi-même, étant un ancien uniformé, moi-même ayant été à la police, quand je suis sorti de l'école, on m'a pas donné des dossiers super importants tout de suite. Il a fallu que je fasse mes preuves. J'étais en stage. Et du coup, bah, j'ai fait beaucoup de scènes de crime, hein, de gardiennage de scènes de crime à l'époque. Je suis pas passé directement sur des dossiers vraiment complexes où bah, il y avait des mineurs qui étaient en, comment dire, qui étaient en danger. Bon, alors là, vous me direz, oui, mais un JAF, c'est pas pareil. Oui, mais un JAF qui n'a pas l'expérience des gens, qui sort juste de l'école, qui n'a pas forcément l'expérience de vie, même à 40 ans, hein. Si c'est quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la vie, quoique à 40 ans, il aurait quand même de l'expérience. Mais quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la vie de gérer des dossiers et de prendre des décisions importantes, qui vient juste de sortir de l'école, je suis désolé. Et du coup, imaginons que vous retrouvez face à une femme comme ça, qui dira juste ah bah moi je veux divorcer parce que je veux la soft life. Et vous devez essayer de vous défendre parce que avoir des compromis avec une personne comme ça, ce sera impossible, puisqu'elle a fait détruire la relation. Elle a fait exploser la relation parce qu'elle ne sait pas ce que sont les compromis. Donc faites face à une femme comme ça au tribunal des affaires familiales. Et c'était ça en fait ce que je voulais dire. C'est que dans ce genre de situation-là, les juges ne sont pas bien équipés. Et ce genre de situation-là arrive de plus en plus. Pourquoi? Bah parce qu'on a la RIPA, on a la CAF. Les femmes peuvent travailler, elles peuvent avoir un compte en banque. Elles ont tout un tas, comme on a vu dans l'analyse du film que je vous ai faite, elles ont tout un tas de moyens de rencontrer des hommes et de trouver un autre homme si elles veulent. Hein, elles ont Instagram, elles ont Tinder, elles ont tout ça. Donc dans un monde où elles ont toutes ces, comment dire, ces outils qui sont convénients pour elles, qui les aident, comment vous voulez que ça fonctionne? Et c'est pour ça qu'elles peuvent se permettre d'être comme ça. Et vous voyez, moi, quand j'entends ce genre de vidéo, je me pose fortement la question à savoir si, en fait, à l'époque, quand les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de compte en banque, n'allaient pas travailler et tout ça, si c'était vraiment de l'oppression ou si c'était pas une nécessité. Parce que depuis qu'elles ont tous les droits, vous voyez que ça part en couille. Hein. Et je suis pas en train de les blâmer, je dis pas que c'est la faute de toutes les femmes. Mais quand vous voyez ces femmes-là venir vous dire et venir vous encourager à vivre la soft life, on sait qu'il y a un problème. On sait qu'il y a un problème. Ah bah maintenant, on l'a forcé à faire des compromis, donc un ultimatum. Vous vous rappelez comme le mec du début, la vidéo, là, le post Reddit, où je vous disais, bah, il lui a mis un ultimatum. Et bah là, c'est l'ultimatum forcé
passer au travers du juge des affaires familiales. Donc, on parle quand même un peu d'instrumentalisation du système à l'encontre de l'homme. Pourquoi? Parce que le système est là pour les protéger. Nous sommes en 2026, mais le JAF, les lois qui sont utilisées au JAF, datent d'il y a à peu près 60 ans en arrière. Les lois ne sont plus à jour pour ces dames, donc elles peuvent en tirer parti. Vous comprenez? Donc on est sur une grosse désillusion, qu'on savait déjà un petit peu au fond de nos têtes, et les nanas recherchent de nouveaux modèles de coparentalité, avec des amis, avec une communauté, avec tout sauf leur mari ou leur mec. Elles s'attendent que ça, de faire des enfants et de divorcer. Donc on est... Voilà, elles attendent que ça, faire des enfants et divorcer. Donc, elles n'attendent que d'être en position de pouvoir instrumentaliser les enfants pour pouvoir ensuite gagner de l'argent en plus et aller faire leur vie. Elles préfèrent détruire la cellule familiale et la stabilité émotionnelle de leurs enfants juste pour pouvoir avoir entre 150 et 300 euros en plus par mois. Vous vous rendez compte du niveau d'égoïsme? Rendez-vous en compte. Hein? Normalement, on nous vend la femme comme étant le genre le plus maternel, le genre qui veut protéger les enfants et tout ça. Vous appelez ça de la protection des enfants, vous? Détruire leur futur? Juste parce que vous voulez aller vous amuser et vivre la soft life? Moi, j'appelle pas ça le genre maternel. J'ai même envie de vous dire que les hommes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont plus maternels que les femmes. C'est pour vous dire. Du coup, voilà. Même sur un gros dilemme. On est sur un gros dilemme. Moi, je me rends compte vraiment parce que j'ai 31 ans et ça concerne mes copines. Aujourd'hui, c'est pile dans mon âge. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, les filles? Est-ce qu'on fait un enfant seul et ensuite on l'élève avec une copine? Est-ce qu'on garde le cap et on trouve un mec vraiment bien? Et vous entendez, qu'est-ce qu'on fait, les filles? C'est pas qu'est-ce que je fais avec mon copain. C'est qu'est-ce qu'on fait, les filles. Vous vous rappelez de la vidéo, là, le film où je vous disais, voilà ce qu'elles se disent à huis clos pendant que les mecs ne sont pas là? Eh ben, on y est, en fait. Et ce film date de 2019. Aujourd'hui, on y est. 7 ans plus tard. Vous comprenez à quel point ça devient dangereux? Les réseaux sociaux leur ont fait fondre les neurones. Comme j'aime bien dire, ce sont des poules. Parce qu'elles sont capables de répéter un bruit de fond qu'elles ne comprennent pas, et juste de le crier pour que les autres poules des alentours fassent la même chose, l'entendent et le répètent, sans vraiment le comprendre. Là, ce qu'elles font, c'est de l'égoïsme. Elles ne se rendent pas compte que ce qu'elles mettent en avant, ça va détruire la vie de plusieurs enfants. Moi, je suis un enfant de divorcé, ma copine aussi. Vous voyez? Et on a mal vécu ces choses. Alors peut-être qu'après, il y en a qui le vivent bien, qui se disent « Ah, c'est pas grave, hein, les enfants s'adaptent. » Mais les enfants ne devraient pas avoir à s'adapter. Vous ne devriez pas penser à faire des enfants pour ensuite quitter votre mari. C'est de l'instrumentalisation de vos trompes, ironiquement. Vous savez, vous dites que vous voulez pas qu'on vous objectifie. Bah vous, ça vous dérange pas d'objectifier votre système reproductif pour en tirer parti comme si c'était une tirelire ou un compte épargne. C'est drôle quand même, non? Je sais que je suis cru avec ce que je dis, mais je suis pas là pour faire dans le politiquement correct. Je ne ferai jamais de politiquement correct sur cette chaîne. Croyez en moi et réjouissez-en vous si ça vous intéresse. Parce que moi j'aime bien rigoler, mais ça me fait pas rire par contre. Par un bébé? I don't know. Donc voilà. Est-ce qu'on reste sur la bonne voie et on reste avec un mec bien? Ou alors est-ce qu'on va trouver un mec bien qui sera crédule et on va le divorcer pour avoir les enfants en garde alternée, encore une fois, et tirer un petit billet par-ci par-là tous les mois, au détriment d'une vie familiale et d'une structure familiale dure et solide pour nos enfants. Bravo les femmes. Franchement, pour celles qui pensent comme ça, bravo. J'espère que jamais je croiserai votre route. Parce que, voilà, vous demandez pourquoi les hommes ne veulent plus s'engager, pourquoi les hommes ne veulent plus se marier, pourquoi on a des journaux qui nous disent que maintenant les femmes à New York City, elles doivent payer 100 $ pour rentrer dans un événement célibataire et que les hommes peuvent rentrer gratuitement. À l'époque, hein, quand moi j'avais 20 ans, c'était le contraire. C'est nous, on devait payer pour rentrer en boîte, et si on avait de la chance, on avait une consommation gratuite. Et c'était limité, on ne pouvait pas avoir des gros cocktails ou des trucs, c'était vraiment des petits verres. Et les femmes pouvaient rentrer gratuitement. Aujourd'hui, vous avez le contraire. Pourquoi? Bravo à vous, mesdemoiselles, mesdames. Bravo à vous. Je suis pas là pour vous faire la morale, mais continuez comme ça. Continuez de dire aux hommes ce que vous valez vraiment. Franchement, continuez. Hein. Plus les hommes vont se réveiller, et moins ils iront vers vous. Et ce sera de votre faute, ironiquement. Mais bon,
Ceci étant dit, il est 19 heures, j'ai assez cacté. Passez une bonne soirée, et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Et merci aux nouveaux arrivants. Encore une fois, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Ici, on ne fait pas de politiquement correct. On rigole et on parle pour ne rien dire parce qu'apparemment ça paye. Il n'y a qu'à voir nos politiciens. Allez, ciao.